Bien écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de webinaire du MEDEF 44, donc dédié à la RSE. Donc pour la bonne organisation de la prise de parole des intervenants, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros afin de ne pas avoir de bruit parasite. Et puis, donc je vous informe également que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement afin d'en permettre le suivi par d'autres adhérents MEDEF. Voilà. Je suis Nicolas Jolivet, donc associé en audit et gestion des risques au sein du cabinet d'audit et de conseil PwC à Nantes. Et en tant que représentant du MEDEF 44 et coprésident de la commission Faciliter la transformation, j'ai le plaisir d'introduire cet atelier et de l'animer. Au sein du MEDEF 44, je rappelle que la commission Faciliter la transformation a notamment pour but de sensibiliser et d'alimenter la réflexion des adhérents dans la transformation de leurs organisations sur les grands enjeux que sont notamment le numérique, le développement durable et le développement international. Donc, suivant cet objectif, nous avons lancé un cycle d'ateliers mensuels dédiés au développement durable et à la RSE sur l'ensemble de l'année 2021. Les webinaires précédents sont d'ailleurs disponibles en replay. Alors, ce nouvel atelier aborde donc le thème de l'intégration de la RSE dans sa stratégie et dans sa mise en œuvre. Alors, en tant que dirigeant, s'empare-t-on du sujet de la responsabilité sociale de l'entreprise, sociale, sociétale, on reviendra dessus, en 2021 comme on le faisait en 2010? Bien évidemment, j'ai envie de dire non. En 10 ans, la notion de la RSE est passée d'une anecdote pour écolo, on peut le dire, à un enjeu majeur et stratégique dont s'empare la gouvernance des entreprises. La perception de la RSE a évolué. C'était au départ un principe d'empêcheur de tourner en rond, là aussi, il faut le reconnaître, certains dirigeants étaient peu sensibles au sujet. Et c'est devenu finalement un levier de profitabilité, d'adaptabilité, qui rend l'entreprise attractive, qui génère de l'innovation et finalement de la performance globale. Les termes ont également évolué, on parle de RSE, de ESG, de développement durable, de performance extra-financière, de raison d'être. Les fonctions se professionnalisent fortement et se diffusent dans les différentes strates des entreprises. Depuis près de 5 ans, il existe une véritable accélération globale sur les questions de RSE, qu'on soit une grande entreprise, une ETI, une PME. Plusieurs facteurs font de ce sujet une évidence stratégique aujourd'hui. Tout d'abord, la situation d'urgence climatique. Tout le monde a conscience du mur climatique qui arrive. Ce n'est plus une théorie lointaine, c'est une réalité qui nous touche, qui touchera nos enfants directement et qui va remettre en cause la pérennité même de certaines entreprises. La transformation qui s'opère également en plan politique, avec une prise de parole d'une majorité de la classe politique nationale et internationale, et qui se traduit notamment par un de réglementation en forte croissance, notamment en Europe. Dans le monde des affaires et de la finance, il existe une pression croissante pour orienter les politiques d'achat vers des entreprises démontrant leurs actions en matière de RSE, ou bien même aujourd'hui, avec certains textes européens, pour orienter même les financements des investisseurs ou des banquiers vers des activités dites durables. Enfin, il ne faut pas ignorer tout simplement l'aspect générationnel de la RSE avec une jeune génération qui a fait et qui fait évoluer ses modes de consommation et recherche des employeurs en phase avec leurs convictions. Alors, pour nous éclairer sur ces enjeux de la RSE et de leur intégration dans la stratégie de l'entreprise, nous accueillons ce matin des experts et entreprises témoins. Donc, Isabelle Rouleau, dirigeante de la société Capoxygène, cabinet de conseil en RSE. Camille Jarry, avocate spécialiste de l'environnement au sein du cabinet FIDAL, qui nous parlera des évolutions de réglementation et gouvernance. Peggy Destré-Baron, dirigeante de la société fin août, début septembre, agence de communication spécialiste de la RSE. Et Laurence Bachelier, responsable de mission RSE chez EDF, au sein de la délégation des Pays de la Loire, qui témoignera de la démarche RSE mise en œuvre chez EDF. D'accord, donc je disais, donc un contexte de transition, donc avec des nouveaux modèles d'affaires qui arrivent pour répondre à ces changements à venir. Donc tout d'abord au niveau des modèles d'affaires, donc le modèle économique de production, en fait, c'est un modèle jusqu'à maintenant qui était plutôt un modèle linéaire, c'est-à-dire on extrait, on fabrique, on vend, on utilise et on jette. On voit bien à l'aune des ressources qui sont de plus en plus limitées, si on corrèle ça aussi avec les 9 milliards d'habitants qui sont prévus en 2050,
on voit bien qu'on va un peu dans le mur et qu'il va falloir qu'on change de modèle. On peut prendre un exemple, par exemple, d'une perceuse. Une perceuse, vous voyez, pour fabriquer une perceuse, on utilise des ressources, des matériaux, de l'énergie. On a un temps d'utilisation, donc on l'achète. On a un temps d'utilisation de cette perceuse, si je prends mon exemple, elle est maximum deux fois par an. Et donc, on n'optimise pas cette utilisation. Donc, il y a des possibilités d'inventer des modèles d'affaires différents. J'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau du modèle économique, là, du modèle d'affaires, on était plus sur des modèles de maximisation des profits à court terme avec un objectif de réduction des coûts, ce qui entraînait des impacts et des conséquences et environnementales et sociales qui étaient souvent, pas toujours, mais souvent minorées jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et qui allait jusqu'à menacer la survie de l'entreprise. Je peux vous prendre l'exemple de Pacific Gas et Electric Company, donc la plus grosse compagnie électrique californienne, qui en 2019, c'est pas 2018, mais en 2019 a fait faillite pour ne pas avoir pris en compte en fait les conséquences du changement climatique. Parce que les conséquences du changement climatique en Californie, ça s'est traduit en 2018 par une augmentation de la demande d'électricité pour rafraîchir les maisons suite aux épisodes de canicule qu'ils avaient. Le réseau ayant été pas suffisamment bien entretenu et pas dimensionné par rapport à cette demande, ça a causé des feux en fait en Californie. Et du jour au lendemain, PGE s'est retrouvé d'une valorisation boursière de 28 milliards de dollars est tombé à 8 milliards de dollars et avec des poursuites judiciaires. Donc, ils ont fait faillite, ils ont fermé. J'aurais pu aussi vous prendre l'exemple de Volkswagen. Donc là, on est sur une fraude au niveau des moteurs, mais avec les conséquences que ça a eu. Allez. Donc, il y a une nécessité de s'adapter parce que dans ce contexte, donc ça ne fonctionne pas. Et le développement durable, c'est une des bases pour modifier donc ce modèle d'affaires, parce que tout simplement, c'est ce que je vous ai mis au début, une entreprise, elle ne peut pas réussir au sein d'une société qui échoue, tout simplement. Voilà. Et ce changement, ça suppose aussi un changement profond de la conception de l'entreprise et de son rôle dans la société. L'entreprise ne peut plus être qu'un objet de création de profit. Ce changement-là, ça s'accompagne aussi d'un changement du mode de pensée, c'est-à-dire que maintenant, dans un monde incertain, on est contraint de penser la complexité. Et puis, de modèles prédictifs, on est obligé de s'adapter. Il suffit de voir avec la Covid, par exemple, personne ne pouvait prévoir une pandémie de ce niveau-là, donc ça a bien nécessité de s'adapter. Et ce que ça nécessite aussi, c'est de passer d'un modèle de compétition à un modèle de coopération, parce qu'on est plus fort ensemble, tout simplement. Ces changements, c'est aussi un changement au niveau du contexte réglementaire, donc avec des obligations bas carbone, parce qu'il y a de plus en plus d'urgence climatique, enfin d'urgence à résorber, hein, c'est de la vie même de notre planète dont on parle là. Donc il y a le Green Deal européen, donc le programme européen, avec un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est la loi climat et résilience de 2021 là, qui va mettre des obligations pour toutes les entreprises, pour le fret, des obligations de comptabilité, donc des émissions pour le fret sortant et le fret amont pour toutes les entreprises qui sont soumises pour le moment à la DPEF. C'est toutes les politiques industrielles et d'innovation qui sont liées à la décarbonation et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Non. Oui, et c'est la stratégie nationale bas carbone qui met des obligations de réduction de gaz à effet de serre avec des secteurs qui sont déjà contraints d'appliquer ces règles-là, et puis et d'autres secteurs qui vont rentrer en fait dans ces obligations. Et puis c'est les accords de Paris qui ont été pris avec l'obligation de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100, sachant que le GIEC vient déjà d'annoncer qu'on approche les 1,5 degrés. Voilà.
Mais c'est aussi donc tous ces changements, donc c'est des nouveaux marchés, donc parce que les défis du développement durable génèrent des nouveaux marchés. Donc ces nouveaux marchés, donc on les prend pas. Hein, on est en amont et on est acteur donc de ces changements. Donc c'est des marchés autour de toutes les technologies innovantes qui sont liées aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, mais aussi aux bâtiments, aux maisons passives, hein, etc., au transport durable. C'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire, c'est ma fameuse perceuse du produit qu'on achète, en fait, on passe à l'usage. Je pourrais donner l'exemple avec Michelin et puis maintenant la location de ses pneus pour les camions. Et puis, c'est l'économie circulaire qui est basée donc sur l'éco-conception, le réemploi, la réparation, la fabrication et puis la réintroduction des déchets en fait dans les cycles de production. Et je peux donner l'exemple là de Eram, de Decathlon avec des marchés de seconde main, mais on pourrait donner aussi plein d'exemples dans l'industrie avec la réintroduction de matériaux recyclés dans les process. Et puis, c'est aussi un nouveau mode d'innovation, parce qu'à l'origine, si on prend sur du temps long, l'innovation, c'était plus basé sur une faisabilité technologique et une rentabilité économique. Petit à petit, on a intégré l'approche humaine, enfin, on s'est préoccupé du confort d'usage ou d'utilisation des consommateurs. Donc, c'est la désirabilité. Et maintenant, en fait, on a réintroduit un quatrième pilier qui est, les impacts environnementaux. Donc, c'est l'économie circulaire, mais c'est le biomimétisme et tout. Et de ces quatre piliers, quand on travaille sur ces quatre piliers, on est vraiment sur des innovations durables. Donc ça, je vous ai donné le contexte, donc le contexte de transition, le contexte d'émergence des nouveaux marchés. Et donc maintenant, on va arriver donc sur l'intégration de la RSE dans la stratégie d'entreprise. Donc, pour mettre la RSE donc, au cœur de son modèle d'affaires, eh bien, il faut faire une analyse en fait, systémique de son entreprise, il faut identifier ses impacts et il faut prendre en compte les attentes de ses parties prenantes en ayant la volonté d'intégrer la RSE au cœur de son business model et d'apporter des solutions aux défis environnementaux et sociétaux, en prenant en compte, bien sûr, les attentes des parties prenantes. Dit autrement et de manière plus simple, parce que j'ai vu que tout le monde n'avait pas la même approche, enfin au même niveau de maturité au niveau de la RSE, dit de manière plus concrète, la RSE, en fait, c'est le développement durable mis en action au sein de l'entreprise avec deux concepts clés qui sont effectivement la notion d'impact des activités et des pratiques et l'autre concept clé, c'est la prise en compte des attentes des parties prenantes. Et c'est une démarche volontaire. Si on s'engage dans une démarche RSE, c'est une démarche volontaire. Les deux concepts clés, si j'y reviens rapidement, donc vous avez le concept clé des parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est tous les individus ou les organisations qui ont un lien direct ou indirect avec l'entreprise ou l'organisation. Donc vous avez des parties prenantes internes, donc salariés, comité de direction, actionnaires, et puis des parties prenantes externes, donc les clients, les fournisseurs, la société, les institutions, etc. Et ça sert à quoi en fait de prendre en compte les attentes des parties prenantes? Ça sert en fait à se transformer, à se challenger, à innover. Hein. Et pour faire ça, eh bien, il faut être sur des modes de co-construction et des modes de collaboration. Voilà, pour que ce soit vraiment performant. Le deuxième concept clé de la RSE, c'est la notion d'impact. Et donc, la notion d'impact, en fait, on le voit sur toute la chaîne de valeur en fait, de l'entreprise, plus le territoire. Donc, on analyse effectivement et on intègre des enjeux de développement durable, bien sûr. Et une fois que ces impacts ont été analysés, c'est là où on peut développer des nouveaux modèles d'affaires qui sont ceux que je vous ai évoqués très rapidement tout à l'heure, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la décarbonation ou des nouvelles gouvernances avec la loi PAC que vous développera tout à l'heure Camille. Maintenant, on en est où de la RSE dans les entreprises? Eh bien, on voit bien que toutes les entreprises, je ne connais pas une seule entreprise qui n'ait pas une bonne pratique RSE. La seule chose, c'est qu'un ensemble, même une accumulation de bonnes pratiques RSE, ça n'a jamais fait une stratégie. Donc, on fait tous dans nos entreprises, si vous voulez, de la prose comme M. Jourdain, hein, parce qu'on a tous des bonnes pratiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a une stratégie RSE.
Et donc, pour mettre en place une stratégie RSE, il faut, au cœur de la stratégie de l'entreprise, il faut élargir le champ de la réflexion stratégique et il faut intégrer en fait les enjeux de développement durable. Je vous ai mis la théorie, le schéma de la théorie du donut de Kate Raworth. Alors, au centre, vous avez le pilier social et à l'extérieur, et à l'extérieur, ce sont les limites planétaires, donc les limites de notre écosystème. Et donc, pour être dans une démarche RSE, en fait, il faut être dans la partie verte. Donc, c'est vraiment prendre en compte et faire en sorte d'avoir des impacts positifs et sur la société et sur l'environnement dans la limite de nos ressources, des ressources de l'écosystème. Voilà. Et puis, l'objectif, quand on va dans une démarche RSE, c'est bien effectivement de donner du sens à son activité au-delà d'une simple recherche de profit et de se préoccuper effectivement de ces impacts. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une stratégie, comment on fait pour mettre en place la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise? Eh bien, on part du projet de l'entreprise, on analyse les impacts de ces pratiques et de ces activités, on analyse aussi les attentes des parties prenantes, on corrèle ça avec les enjeux et les risques liés au développement durable et qui sont liés donc au business model. On mixe l'ensemble, donc il y a des outils qu'on utilise, on mixe l'ensemble et on identifie 3-4 maximum, 3-4 piliers stratégiques. Et sur la base de ces piliers stratégiques, en fait, on élabore des plans d'action avec des indicateurs qu'on intègre en fait dans le fonctionnement, dans les process de l'entreprise pour que ce soit pérenne et que ça produise du sens. Et c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise qu'on met ces piliers. Alors, je peux vous donner un exemple, si vous voulez, rapidement, d'une stratégie d'entreprise. Donc, je vais vous prendre ce que je la trouve particulièrement robuste. Le groupe Lafarge, Holcim, donc bétonnier et carrier, parce que l'extraction de granulats. Donc, ils ont une stratégie RSE en 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le climat et l'énergie, donc c'est la réduction des gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est l'économie circulaire, la valorisation des déchets. Le troisième, c'est l'environnement, la réduction de l'eau. Et le dernier pilier, c'est la création de la valeur partagée. Dit comme ça semble très simple. En fait, c'est l'aboutissement d'un long process de réflexion et c'est vraiment le cœur en fait, de leur business model. L'économie circulaire, ça veut dire, in fine, moins d'extraction de matière et donc réutiliser des matériaux existants. Ce que ça signifie à terme, c'est une modification de leur métier. Si on se projette dans le temps. Mettre l'eau, c'est vital pour eux, vous voyez, c'est une vraie préoccupation. Il y a Météo France, par exemple, qui a donné un rapport, là, il n'y a pas très longtemps, qui dit, rien qu'en France, qu'il y aurait, en 2050, un manque d'eau de plus de 2 milliards de mètres cubes l'été. Donc, vous voyez bien qu'il y aura des conflits d'usage assez vite qui vont arriver autour de l'eau et que c'est un véritable enjeu. Les gaz à effet de serre, les cimentiers, comme vous savez, sont émetteurs de beaucoup de gaz à effet de serre. C'est stratégique pour eux de s'emparer de ce sujet. Et la création de la valeur partagée, c'est la manière dont ils travaillent avec leur territoire. Donc, ils se préoccupent des territoires sur lesquels ils sont et aussi de leurs salariés, entre autres sur toute la dimension santé-sécurité, qui est vraiment un axe très fort chez eux. Donc, on le voit, ça semble simple, c'est pas forcément compliqué des piliers stratégiques, mais c'est vraiment le cœur du business, en fait, qui est concerné, et c'est la transformation qu'il y a derrière. Et puis, quand on parle quand on parle de stratégie RSE, la phase d'après, en fait, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc, enfin, la phase d'après ou la phase d'origine. Vous voyez, par exemple, si je prends des entreprises comme Fairphone ou Veja, c'est les baskets écologiques, eux, leur raison d'être, ils l'ont mis au cœur de la création de leur entreprise. Mais généralement, quand l'entreprise existe depuis assez longtemps et on n'a pas forcément mis la raison d'être au cœur de son projet, c'est l'étape après la transformation. Et là, pour transformer, pour interroger la raison d'être de l'entreprise, on interroge réellement l'utilité sociale en fait de l'entreprise. On renoue vraiment avec une entreprise, c'est pas que de la création de profit, c'est aussi un objet social. Et donc on interroge le cœur du métier, l'offre, les pratiques. On corrèle ça avec l'histoire, avec les valeurs, avec les besoins aussi de l'entreprise, ses enjeux, voilà. Et on analyse ça en miroir avec les attentes de la société.
Voilà, pour définir la raison d'être. Quand on définit la raison d'être, on le fait avec des parties prenantes et on ne le fait pas d'un claquement de doigts. On ne le fait pas en vase clos, on ne le fait pas en 2-3 jours. Hein. Ça demande du temps, une raison d'être, pour que ce soit robuste. Et l'objectif d'une raison d'être, c'est vraiment de donner un cap stratégique positif à l'entreprise et à la société. Hein. Il y a vraiment les deux axes. C'est de transformer en profondeur l'entreprise, aussi en prenant en compte donc, les enjeux environnementaux, et surtout aussi, c'est de prendre des engagements concrets qui soient compréhensibles et d'y affecter des moyens. C'est ça, une raison d'être. Alors, je vais vous donner quelques exemples rapides. Donc, vous avez par exemple Michelin, dans sa raison d'être, qui a mis offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Donc là, on voit bien, c'est de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que Michelin, maintenant, raisonne plus sur son produit, mais raisonne sur la mobilité. Vous avez Engie, donc dans sa raison d'être, on voit bien, c'est la décarbonation et la sobriété, qui sont pour eux aussi des véritables enjeux. Je vous ai pris l'exemple de la Camif. Alors, ils ont mis, donc Emery Jacquia a repris la Camif qui était exsangue, hein, et on a fait maintenant une très belle entreprise. Donc, il a travaillé, il a mis du temps, il a travaillé avec toutes ses parties prenantes donc, sur cette raison d'être. Donc, la raison d'être de la Camif, c'est proposer des produits et services pour la maison conçue au bénéfice de l'homme et de la planète. Et c'est mobiliser l'écosystème, donc vraiment des partenariats avec les parties prenantes pour collaborer, agir, inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et ça s'est traduit, c'est très concret, ça s'est traduit dans 3 piliers. Choisir la fabrication locale, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ont développé des tours de France avec leurs fournisseurs, et les fournisseurs sont vraiment acteurs de l'innovation chez eux. C'est agir pour préserver la planète, donc ça c'est toute l'approche économie circulaire qu'ils ont, et c'est aussi innover pour être acteur du changement avec par exemple, ils ont été les précurseurs sur le Black Friday. Ils ont fermé le jour du Black Friday, c'est une des premières entreprises à l'avoir fait. Et puis le dernier exemple, c'est la Maïf. C'est la Maïf assureur militant. Et là aussi, on voit bien dans leur raison d'être, c'est une attention portée à l'autre et au monde, permet de garantir un réel mieux commun. Voyez, donc, un vrai souci de l'entreprise en tant qu'entité et de l'entreprise dans le monde. Parce qu'une entreprise avec ses produits, avec ses services, avec son offre, ça participe aussi du changement du monde. Voyez, donc, on est aussi l'entreprise citoyenne. Quoi. Voilà. Et pour finir, donc j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était alloué. Et pour finir, donc je vous ai pris la définition de Blanche Crétin. C'est une chercheuse et enseignante à Mines ParisTech et qui est spécialisée donc sur la théorie d'entreprise et la théorie de la gouvernance et qui dit la raison d'être. Alors, il y a une partie qui a sauté, mais la raison d'être, c'est vraiment l'interdépendance entre l'activité des parties prenantes, et là, il faut vraiment comprendre les parties prenantes au sens large, c'est d'exprimer l'engagement dans l'écosystème, donc cette notion de prise en compte des enjeux, et son insertion dans la stratégie opérationnelle. Une raison d'être, il faut que ce soit robuste et que ça se traduise par des moyens, par des axes clairs par rapport Salut Philippe, ça va et toi? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Isabelle, vas-y. Voilà, donc je m'arrête là. Je vais peut-être passer la main maintenant à Camille. Donc j'arrête le partage. Tout à fait. Donc Camille va prendre la suite pour nous parler des aspects juridiques liés à ces enjeux RSE. Merci beaucoup Isabelle et Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Jarry, je suis avocate spécialisée en droit de l'environnement et membre d'une équipe RSE au sein du cabinet FIDAL. Et je vais vous parler d'un regard juridique un petit peu général pour introduire le sujet et ensuite plus particulièrement de la loi Pacte. Est-ce que vous avez mon support en plein écran? Super, merci. Oui. Merci. Pour introduire le sujet loi Pacte, qui est un volet de la RSE, je trouve que c'était important de prendre un petit peu de recul et de s'interroger avec un regard juridique sur un peu le rôle de la RSE, en tout cas sa traduction dans les normes juridiques aujourd'hui. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la RSE, Isabelle l'a bien matérialisé, c'est à la fois une stratégie qui doit être globale et cohérente, et aussi diverses thématiques. Donc, c'est assez mouvant. C'est un sujet qui est en pleine mutation et qui n'a pas aujourd'hui, qui ne bénéficie pas d'une définition juridique
autonome. On n'a pas un cadre, on n'a pas une loi sur la RSE, par exemple. On a différentes réglementations qui restent aujourd'hui thématiques. Énormément de réglementations en matière environnementale, le droit du travail, etc. On a une labellisation internationale avec la norme ISO que vous connaissez, et c'est assez significatif déjà, mais ça reste une norme. Donc, on est sur cette norme-là, sur une démarche volontaire, en tout cas sur le plan juridique. De plus en plus, ces dernières années, les législateurs, qu'ils soient d'ailleurs français ou européens, ont essayé d'introduire une transversalité sur l'approche RSE avec les volets de reporting extra-financier qui vont toucher de plus en plus d'entreprises. On a eu des mouvements de recul, mais aujourd'hui, on est vers une extension de ce dispositif qui est envisagée. On a la loi sur le devoir de vigilance de 2017 qui touche aujourd'hui les grands comptes, mais qui ruisselle évidemment sur leurs sous-traitants et leurs partenaires. On a la loi Pacte que je vais développer. Et puis, à côté de ces lois, on a un mouvement contentieux qui est vraiment en pleine explosion autour du sujet climat. Vous avez entendu, c'est vraiment l'actualité cette semaine, le contentieux Shell aux Pays-Bas. Le 26 mai, on a une décision d'un tribunal judiciaire aux Pays-Bas qui est assez significatif puisqu'il enjoint à Shell de rehausser ses ambitions carbone justement sur le fondement du devoir de vigilance. Et puis en France, on a des contentieux toujours sur le devoir de vigilance portés par des associations à l'encontre de Total. Donc clairement, les réactions aujourd'hui des juristes et des avocats, c'est qu'on a la loi qui apporte des choses, et puis le rôle du juge qui va être assez significatif dans les années à venir. Donc si on synthétise la RSE, on a d'un côté des obligations réglementaires qui vont se traduire par des exigences de plus en plus fortes du fait du contentieux judiciaire. Et puis, on a à côté toujours des démarches volontaires. Donc, il faut essayer de doser les deux, d'essayer de comprendre ce à quoi les entreprises sont soumises de manière obligatoire et les engagements qu'ils souhaitent porter de manière volontaire. Et la RSE, on le disait, c'est plusieurs thématiques, plusieurs facettes qui présentent à la fois des enjeux, des risques et aussi des opportunités. Donc, voilà une petite synthèse de nous, ce qu'on comprend étant avocat et ce sur quoi on est interrogé par nos clients. Parfois sur des sujets très ponctuels et qu'on essaie de tirer petit à petit, on tire les fils pour essayer justement d'avoir cette vision globale qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, cette vision stratégique. Donc, on a des questionnements sur l'entreprise en elle-même, quel est mon statut? On va parler de l'entreprise à mission, mais il y a évidemment plein d'autres statuts d'entreprise qui peuvent participer d'une démarche RSE. On a le sujet de la gouvernance qui est vraiment central. Et puis après, des questionnements sur les conditions de travail, les conditions de dialogue social, l'égalité, la lutte contre la discrimination. Des sujets environnementaux, évidemment, parce que c'est un pilier très fort, avec l'économie circulaire, qui est non seulement réglementaire, parce qu'on a la loi AGEC qui a apporté énormément de modifications, mais c'est aussi des opportunités de pivotement de modèles, comme l'évoquait Isabelle tout à l'heure. On a également des sujets, et c'est peut-être un peu moins intuitif, de ce qu'on appelle l'environnement économique. Comment je gère mes contrats, comment je gère mes sous-traitants, mes partenariats, comment je m'organise ou pas, et c'est un vrai sujet avec des partenaires qui peuvent être du même secteur d'activité que moi. On parlait de mode collaboratif. La collaboration dans la RSE, c'est évidemment absolument essentiel puisqu'on ne fait pas de RSE tout seul. Mais si on fait des collaborations avec des entreprises du même secteur d'activité, on a des sujets de concurrence. Donc nous, avocats, on alerte aussi nos clients sur ces risques-là. Et puis, on a le sujet de la gestion financière, avec évidemment les modes de financement de projets. On a eu un webinaire avec la commission RSE sur les financements publics en matière d'environnement au sens large. Mais on a aussi des sujets qui montent énormément de politique fiscale, qu'on appelle l'éthique de la fiscalité. Quelle est la politique? Est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs au-delà du sujet réglementaire? Focus sur la loi Pacte maintenant, avec cette fameuse fusée à 3 étages qu'évoquait Isabelle tout à l'heure. On a dans un premier temps une disposition générale qui va concerner toutes les sociétés et qui impose à celles-ci de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Le deuxième étage de la fusée, c'est la raison d'être qui est inscrite qui est une possibilité ouverte à des entreprises. Et le troisième étage de la fusée, c'est la société à mission. Donc, vous avez bien compris que le premier étage est une obligation aujourd'hui et les 2 étages suivants sont, à ce stade, une démarche volontaire de la part des entreprises. Donc, je vais vous développer ces trois piliers, ces 3 étages-là.
Le premier étage, l'intérêt social qu'on appelle élargi, c'est l'obligation désormais pour toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Alors nous, juristes, on va évidemment se poser des questions sur cette nouvelle obligation du Code civil. Que veut dire prendre en considération? Qu'est-ce qu'on entend par les enjeux sociaux et environnementaux? Évidemment, c'est des questions que doivent se poser les sociétés aujourd'hui, étant précisé néanmoins qu'une société, son objet principal et central reste néanmoins de servir l'intérêt de ses associés. Donc, il y a une conciliation à opérer et un pivotement qui est important pour les dirigeants, pour la société, pour ses associés, parce que on peut anticiper des enjeux, pourquoi pas, de mise en cause de responsabilité, encore une fois, du dirigeant dans sa propre personne, de l'entreprise, des associés, si il était démontré par des salariés, par des tiers, par certains associés même, que la société n'était pas gérée conformément à cette nouvelle prise en considération imposée. Donc, ça suppose, de la part de l'entreprise, on le disait, de se poser des questions, mais de se poser des questions pas tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de la loi Pacte sur les 3 étages qu'on a évoqués là. C'est la question de la gouvernance. Un dirigeant ne peut pas, en tout cas, ce n'est pas cohérent, ne peut pas réfléchir seul à cette question de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Ça veut dire réfléchir à une modalité d'organisation, à un processus décisionnel de chaque entreprise, chaque décision de l'entreprise. Ça veut dire également un réflexe juridique de base de documenter ces réflexions, de documenter ces décisions en essayant de bien retranscrire le questionnement sur la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, c'est vraiment des nouveaux réflexes à ancrer dans la gestion d'une société. Deuxième étage de la fusée, c'est la fameuse raison d'être, qui est aujourd'hui, encore une fois, volontaire, il n'y a pas d'obligation de le définir. Mais si on se lance dans cette démarche-là, il faut se poser encore une fois plusieurs questions. Déjà, qui définit cette raison d'être? Encore une fois, ce n'est pas cohérent de dire moi, seul dirigeant, je vais définir la raison d'être de l'entreprise, parce que cette raison d'être, elle ne sera pas partagée et elle ne fera pas l'objet d'une adhésion en fait, de mes parties prenantes, ne serait-ce qu'en interne. Donc, nous, on recommande évidemment qu'il y ait un processus qui soit mis en place pour associer les salariés, les cadres, la direction générale, les dirigeants et les associés également, et pourquoi pas des parties prenantes extérieures qui participent à une réflexion. Nous, on voit des clients qui se demandent est-ce que ça ne serait pas intéressant que je demande, par exemple, à mon principal client comment il me voit, quel est mon rôle dans mon écosystème. Deuxième question, comment je rédige cette raison d'être? Chaque mot est important. Donc, il y a une vraie question, une vraie réflexion pour ne pas tomber dans les deux extrêmes d'une raison d'être qui serait trop large, trop floue, et pas non plus trop précise. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, il y a aussi des enjeux ensuite de mise en cause de responsabilité. Troisième questionnement, comment je formalise cette raison d'être? Une raison d'être, elle est définie de manière volontaire et j'ai également un sous-choix, c'est de l'inscrire ou pas dans mes statuts. Ce n'est pas obligatoire. Si je le fais, comment je le formalise? Est-ce que je le fais à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire parce que je veux donner un poids très fort à cette fameuse raison d'être? Et puis, quatrième question structurante, quand je l'ai définie, qu'est-ce que je mets en place comme suivi et quel outil, quels moyens j'alloue à la mise en œuvre en fait, de cette raison d'être dans la gestion de mon entreprise au quotidien. Donc, la raison d'être, c'est une vraie décision stratégique qui doit être légitime, qui doit être partagée et qui doit être pérennisée dans le temps. Donc, c'est une vraie organisation, encore une fois, à mettre en place au sein de l'entreprise. Vous voyez sur la droite de mon slide, alors ce n'est pas tout à fait à jour parce que c'est des données de l'année dernière, mais c'est quand même assez révélateur d'un vrai mouvement. Sur les 2 dernières années, on a eu vraiment une dynamique qui se met en place au sein de grandes entreprises, et ça a été évoqué, des exemples ont été évoqués par Isabelle tout à l'heure, avec une inscription ou pas, d'ailleurs, dans les statuts de l'entreprise. Et je pense que dans un premier temps,
Beaucoup d'entreprises ont tendance à en définir une sans forcément l'inscrire dans les statuts, ne serait-ce qu'un peu comme une étape d'expérimentation, ce qui paraît également assez pertinent. Troisième étage de la fusée, l'entreprise à mission ou société à mission, qui encore une fois est un choix offert aux sociétés, mais pas à toutes les sociétés. On parle uniquement des sociétés commerciales. Si on se lance dans cette démarche-là, cela suppose de définir et d'inscrire dans les statuts, cette fois c'est obligatoire, à la fois une raison d'être et une ou plusieurs missions, les missions que je me donne, que je m'impose pour participer à cette raison d'être. Donc la société à mission, pardon, ça c'est vraiment le truc. La société à mission, c'est un peu une labellisation, mais dans le sens noble du terme, hein, on se donne une mission et on le donne à voir. Donc, c'est une image extrêmement forte qui est donnée par cette entreprise. C'est un engagement qui est fort et qui est structurel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste une inscription dans les statuts et puis on voit comment ça se passe et il n'y a pas d'enjeu derrière. Il y a un contrôle qui est imposé. Donc, c'est vraiment engageant. Un double contrôle. Un contrôle qui est interne à l'entreprise et un contrôle externe. Sur le contrôle interne, c'est ce qu'on appelle le comité de mission, alors qui peut être uniquement un référent mission quand on est sur des entreprises à moins de 50 salariés, parce que le comité peut être considéré comme un petit peu lourd. Ce comité de mission, il va comporter au moins un salarié. Donc ça, c'est évidemment très révélateur. Ce n'est pas un sujet porté uniquement par la direction. Ça doit être porté par également tous les collaborateurs de l'entreprise. Ce comité de mission, il a pour rôle de procéder à une vérification et toute vérification qu'il juge opportune et il se fait communiquer tout document nécessaire. Quand il opère cette vérification, il procède à un rapport qui est joint au rapport de gestion de l'entreprise. Le contrôle externe, fait par un tiers indépendant qui a été défini par un décret en janvier 2020, qui procède à un contrôle au moins tous les 2 ans. Et ce contrôle-là, ce rapport en fait, de tiers indépendant est publié. Alors, non seulement il est communiqué au sein de l'entreprise, et il est publié sur le site internet de la société. Donc, c'est engageant parce qu'il y a une transparence qui est forte. Si la société ne répond pas dans le temps à ses missions, à ses engagements, elle peut perdre ce statut. Donc c'est organisé de la manière suivante. Le ministère public, donc l'État ou toute personne intéressée, peut saisir le tribunal afin d'enjoindre à la société de supprimer la mention société à mission dans tous ses actes. Évidemment, au-delà de la perte de statut, c'est évidemment les répercussions en termes d'image, de perte de marché, parce que évidemment, quand on se met société à mission, c'est qu'on a une vraie démarche structurante qui s'affiche auprès de tout le monde, et c'est une démarche commerciale, mais dans le sens noble du terme, avec des enjeux d'atteinte à la valeur de l'entreprise et évidemment de mise en cause de son dirigeant si ça devait arriver. Un petit point d'actualité, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près, la publication du second baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission. Je vous invite à aller le parcourir parce que c'est vraiment très instructif. C'est plutôt bien fait, ça fait quelques pages, qui nous dit qu'il y a une dynamique forte qui se met en place sur les sociétés à mission, avec un bond au premier trimestre 2021 de 24% d'entreprises qui se sont installées comme sociétés à mission. Donc, on voit, on arrive aujourd'hui à un peu plus de 150 entreprises en France, avec une taille de société qui reste majoritairement inférieure à 50 salariés. Et pour autant, le baromètre signale que les ETI en particulier grimpent, commencent à vraiment se positionner sur ce statut-là, avec, et c'est aussi intéressant, une certaine transversalité dans les tailles, dans les dates de création d'entreprise. Donc, contrairement à ce qu'on peut se dire, c'est pour les startups, c'est pour les petites entreprises. Non, on a aussi des entreprises anciennes. On a, par exemple, 36 entreprises qui ont été créées avant 2000 qui se sont positionnées sur ce schéma-là. Et le dernier petit logigramme, c'est pour signaler en termes de secteur d'activité, on a majoritairement des entreprises de services. Et puis, à hauteur de 11 et 10% respectivement, le commerce et l'industrie, sachant que l'industrie commence à monter. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ces évolutions et de les suivre.
Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà, j'arrête de partager. Merci beaucoup. Merci Camille. Donc, je propose donc de passer à l'intervention de Peggy. Peggy, je te passe la main. Merci. Juste peut-être un petit peu de temps, je vois qu'il y a une question pour toi, Camille, en fait, de la part d'Antoine. Donc peut-être qu'on peut y répondre maintenant sur le chat. On peut en parler maintenant, éventuellement. Et y a-t-il déjà des exemples d'opposabilité juridique? Et si oui, sur quel aspect, quel étage de la fusée Pacte, dès la raison d'être, au niveau des sociétés à mission seulement? Alors, Antoine, quand vous dites opposabilité juridique, vous pensez peut-être à des contentieux déjà en cours ou des mises en cause de responsabilité. À notre connaissance, en tout cas, je croise les doigts pour mes clients, on n'a jamais eu à ce stade de mise en cause formelle de dirigeants. Par contre, avocat, alors c'est un peu le défaut de l'avocat, mais à la fois on essaie de faire avancer les projets au mieux et on joue aussi ce rôle un peu d'oiseau de mauvais augure, mais on essaie de voir le côté négatif dès le début de la stratégie parce que c'est important de voir ce risque-là dès le départ pour essayer d'y pallier et d'essayer de réduire cet aléa de mise en cause. Donc aujourd'hui, pas à ma connaissance, mais ça peut venir si c'est mal fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Merci beaucoup, Camille. Merci. Ok, Peggy? Oui. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous... C'est bon. C'est bon, super. Ouais. Alors, donc, Peggy Détré, donc je dirige une agence de communication qui s'appelle Fin au début septembre. Nous accompagnons les entreprises dans le développement de leur image et notamment au niveau de leurs projets de transformation durable. Je suis membre du MEDEF et également des DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest. Et dans le cadre de ce réseau, j'anime un chantier qui est autour de la sensibilisation des salariés. Alors, Camille l'a dit tout à l'heure, la RSE, ça ne se décide pas tout seul et ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est cette idée d'action, en fait, à la fois individuelle, personnelle et professionnelle, dont je voulais vous parler maintenant. Alors, dans quel contexte on est, malgré tout? Un contexte d'urgence, d'attente et de pression multiforme, à la fois pression environnementale, économique, sociale, sociétale, pression internationale, politique, pression médiatique, pression des citoyens et également de notre jeunesse. Donc, on est malgré tout dans un contexte finalement assez anxiogène. Donc, cette transformation, elle se passe dans ce contexte assez difficile et il y a un élément important, on en a déjà parlé, qui arrive, c'est le temps qui est compté, puisque l'objectif de la COP21, c'est bien de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100. Et la question qui peut se poser, c'est va-t-on y arriver? Et voilà, donc si on regarde davantage les objectifs, donc diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, on peut regarder l'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui et le résultat qu'on va devoir obtenir. Donc on peut se poser la question, va-t-on y arriver? Si moi je suis acteur, si mon voisin ne l'est pas, comment ça se passe? Donc quel raisonnement utiliser pour être dans la transformation? Est-ce qu'on réfléchit uniquement sur la sphère professionnelle? Est-ce que finalement, on n'approche pas aussi la sphère personnelle? Est-ce qu'on est dans le collectif? Est-ce qu'on est aussi dans l'individuel? Si on regarde la partie professionnelle, et notamment les attentes des salariés, on a quand même une bonne nouvelle, puisque 92% des salariés se disent favorables à une transition vers l'économie positive, même s'ils considèrent que, effectivement, vu le contexte, ça ne va pas être facile. Par contre, 4% seulement pensent que leur entreprise est dans une démarche positive. Donc, favorable, oui, mais a priori, ils ont l'impression que ce n'est pas encore assez concret dans leur entreprise. Certains même pensent que le manque de volonté du dirigeant peut être aussi la première cause de l'absence d'une démarche de RSE. Mais, à nouveau, une bonne nouvelle, puisque 87% des salariés du secteur privé sont prêts à s'investir, justement,
pour favoriser cette transformation durable. Donc, ça veut dire qu'on a une force collective incroyable sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour faire cette transformation. Et pourquoi ils pensent qu'ils sont prêts à s'investir? Encore des bonnes nouvelles, puisqu'ils attendent en fait de pouvoir faire en sorte que leur entreprise ait une meilleure image. Donc, ça veut dire qu'ils sont très attachés à leur entreprise. Il y a aussi un besoin de renforcement du sentiment de la fierté. Et évidemment, ça va contribuer à une attractivité au niveau des futurs collaborateurs. Pour les salariés, c'est aussi vraiment l'impact sur le sentiment d'utilité au travail. Donc, 3 motivations pour que l'entreprise s'engage vraiment dans ces transformations durables. Pour le salarié, le sens, l'utilité et la contribution à un monde meilleur. Donc, on voit bien aussi qu'on a une recherche de sens. L'idée, c'est bien d'aller chercher l'alignement de ses propres valeurs individuelles à celles de l'entreprise. Et si on regarde encore un petit peu plus dans le détail, les derniers baromètres, notamment au niveau de la marque employeur, toutes ces données se confirment en fait. 60% des futurs salariés estiment que leur poste doit être en phase avec leurs valeurs. 2 tiers disent « Moi, ce qui me rendrait le plus fier dans mon activité professionnelle, c'est d'être utile, d'avoir apporté des changements positifs à la société. » Et encore un point positif, 90% sont prêts à s'engager dans un plan d'action sociale et environnementale mis en place par leur entreprise. Un peu de pression pour les entreprises, 80% pensent que les entreprises ont les moyens de changer les choses. Donc, on voit bien qu'il y a une attente et en même temps, qu'il y a une énergie qui est prête à s'investir pour l'entreprise et pour qu'elle puisse se transformer. Si on regarde en termes de consommation, donc usage, on le voit bien partout dans les médias, les consommateurs sont plus que jamais sensibles à l'impact positif des marques. Communiquer sur sa RSE, ça devient un minimum syndical. Et on attend aussi que l'entreprise, elle puisse être transparente et puis aussi qu'elle puisse être cohérente par rapport à toutes ses parties prenantes. Donc, pas uniquement au niveau de ses clients, ses salariés, mais ça va être aussi de ses fournisseurs, etc. Et les valeurs qu'on attend, donc ça, les baromètres le montrent, c'est de la personnalisation, c'est de la confiance, c'est de l'authenticité et de la transparence. Donc, un besoin de sens, d'aligner ses valeurs. Et comment on peut répondre à toutes ces attentes? Eh bien, la démarche RSE, encore une fois, comme le disait Camille, ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça se fait à plusieurs, avec les salariés, avec les parties prenantes. Et donc, il y a cette nécessité d'embarquer et de rendre acteur. Donc, à la fois, on est dans un temps d'urgence, puisque le temps, il est compté, mais en même temps, il faut arriver à prendre le temps, justement, de pouvoir impliquer les salariés et les différentes parties prenantes dans cette démarche RSE. Ça veut dire que l'entreprise, il faut qu'elle puisse afficher une vision, et justement, le travail sur la raison d'être peut être un premier travail par rapport à ça. Elle doit afficher ses enjeux, mais aussi ses risques. Ça passe par des ateliers de sensibilisation collectifs au niveau des comités de direction, au niveau des salariés, et ça passe surtout par une co-construction de la feuille de route et du plan d'action. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas le dirigeant, ce n'est pas juste le codir, c'est un ensemble d'acteurs, et notamment des salariés qui peuvent aussi représenter différents métiers, différentes fonctions. On peut imaginer mettre en place un groupe ambassadeur pour construire en fait cette dynamique de RSE et de changement. Et ça veut dire aussi, évidemment, souvent former, accompagner ou se faire accompagner pour passer toutes ces étapes. Autre élément important, on l'a vu, puisque de toute façon, les consommateurs l'attendent et les salariés, c'est-à-dire qu'on va aussi valoriser toute cette démarche, à la fois en interne, mais à la fois aussi en externe, et célébrer. Alors, on a dit qu'on était dans un contexte difficile, de pression, donc il faut, je pense, contrebalancer tout ça aussi, pour rappeler que le fait de changer, ça peut être un plaisir, en fait, de se transformer. Donc, c'est aussi miser sur l'énergie collective et individuelle. On se posait sur cette question. On le voit, on l'expérimente, en fait, quand on permet aux personnes de partager entre elles des bonnes pratiques, des expérimentations, dans des ateliers, de pouvoir donner son avis,
de pouvoir donner aussi un parcours individuel, mais aussi professionnel. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de libérer derrière toute cette idée de rendre acteurs les initiatives. Tout à l'heure, je parlais de groupes ambassadeurs, parce que en fait, l'énergie, elle est collective et c'est pour ça qu'elle devient très riche, en fait. Donc, ça veut dire aussi donner du temps. Et comme on est en France, un pays très productif, on doit peut-être pouvoir y arriver et donner du temps donc pour les groupes projets internes qui vont concerner la RSE, mais ça peut être aussi donner du temps sur d'autres groupes externes, donc ça peut être du mécénat d'entreprise, par exemple. Donc, tout ça aussi, ça passe par faire confiance, voilà, sur le fond, sur la forme. Ça veut dire organiser ce temps. On parle beaucoup de télétravail aussi aujourd'hui. Et c'est aussi inventer des ateliers collectifs ludiques. Voilà, on est encore une fois dans le plaisir de changer, mais toujours avec l'idée de recevoir des résultats concrets. Alors, pour illustrer tout ça, j'avais envie de vous partager ce qu'on fait aujourd'hui chez DRO, puisqu'on travaille sur la sensibilisation des salariés. Et en fait, on a imaginé différents défis qu'on va proposer aux salariés. Et la première étape, en fait, on est reparti sur cette idée d'empreinte carbone moyenne d'un Français, puisque en fait, quand on dit qu'on doit diviser par 6, c'est-à-dire de passer de 12 tonnes de CO2 à moins de 2 tonnes par habitant par an en 2050. Et en fait, quand on prend ces chiffres, c'est une moyenne qui va cumuler les activités professionnelles et les activités personnelles. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ça nous oblige à nous positionner sur le fait qu'on ne peut pas uniquement raisonner entreprise, métier, et puis ne pas et occulter en fait nos aspirations, et on le voit bien dans les attentes individuelles et personnelles. Alors, pour traiter ça, en fait, on est en train d'expérimenter un jeu qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. En fait, c'est un petit peu sur le même principe que les fresques du climat, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très focus sur les gaz à effet de serre, et donc ça permet de montrer en fait, voilà, en transport, aujourd'hui, un Français, voilà ce qu'il dégage en logement, en alimentation, en consommation. Alors, on voit bien que les services publics ont 1,5 tonnes, ce qui veut dire qu'eux aussi doivent faire une démarche, parce que sinon, si on veut être dans les 2 tonnes, ça veut dire qu'il n'en resterait que 0,5, donc c'est assez restreint. Et en fait, ce jeu, il permet de manière interactive de pouvoir réfléchir, donc avec des groupes, par exemple, de salariés, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et on prend une thématique, et puis on va commencer à discuter ensemble. Et puis cette discussion, encore une fois, on l'a au niveau professionnel. Qu'est-ce que je pourrais faire moi dans mon entreprise, ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, au niveau du transport. Mais finalement, ça résonne aussi, moi, dans ma vie personnelle. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que dans cette démarche RSE, on voit bien que tout le monde doit faire sa part, et notamment par rapport à cet objectif de gaz à effet de serre, que ce soit les entreprises, les salariés, les consommateurs, les pouvoirs publics. Autre exemple d'action, parce que quand je vous disais qu'on pouvait être aussi dans le collectif, dans le ludique, malgré la pression et cette obligation de résultat, on peut imaginer des opérations. Donc, par exemple, on a thématisé des défis qui sont par exemple, sur la mobilité. Donc, on va proposer de répondre à un défi qui est, par exemple, là, sur une conférence inspirante. On a aussi traité les défis liés à la transition alimentaire. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un déjeuner durable, équilibrer son assiette, préparer sa lunchbox pour aller déjeuner au travail. On traite de la renaturation. Comment est-ce qu'on pourrait, en collectif, mettre en place des actions qui valorisent la biodiversité. Et en fait, dans tout ça, ce qui nous semblait important, c'est qu'on soit aussi beaucoup dans ce côté ludique et collectif, mais aussi pédagogique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va rappeler pourquoi on parle de transition alimentaire, pourquoi on parle de mobilité, pourquoi on parle d'énergie, et on réexplique que tous ces sujets-là, il va falloir les faire évoluer, il va falloir faire évoluer nos usages, à la fois professionnels et individuels, pour réussir la transition et parvenir aux objectifs qu'on attend.
Donc, du collectif, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Donc, tous les ingrédients pour réussir la RSE et la transformation. Merci Peggy. Alors, je propose de passer la parole donc à Laurence Bachelier, Oui. qui va nous parler d'une illustration de la mise en œuvre de politique RSE, de stratégie RSE chez EDF. Laurence, tu passes la parole. Bien, merci. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Je vais le mettre en plein écran. Ça On marche est bon. aussi? Ouais. Ok, super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. En fait, c'est vraiment l'occasion, c'est toujours intéressant de pouvoir venir témoigner, bien sûr, mais c'est vrai qu'en plus, nous, on avait une actualité particulière sur laquelle on pouvait échanger, donc c'était d'autant plus intéressant. Voilà, je vous mets à l'écran cette frise pour commencer cet échange, simplement parce que je trouvais que c'était intéressant en fait de montrer que la RSE, enfin voilà, en tout cas au niveau d'un groupe comme EDF, elle est structurée depuis quand même déjà plus de 15 ans, mais c'est pas forcément ça le point intéressant à remarquer, mais c'est le fait que ça démontre que la RSE, c'est un système mouvant qui se construit, qui se précise dans le temps et qui structure aussi en fonction des enjeux de société auxquels une entreprise doit contribuer, dans laquelle l'entreprise agit et interagit. Donc voilà. Alors maintenant, je vais me concentrer vraiment sur 2020 et 2021. Puisque effectivement, comme on l'a partagé déjà depuis le début de cette conférence, donc EDF a adopté sa raison d'être donc le 7 mai dernier à l'occasion donc auprès de ce conseil d'administration inscrite dans les statuts. Et en fait, cette raison d'être, ça a été donné l'occasion par la loi Pacte, bien évidemment, mais ça a été l'occasion de formuler ce pourquoi notre entreprise, qui a pourtant 75 ans cette année, elle existe depuis 75 ans, voilà, de repréciser ou de dire, de formuler quelle est son ambition et ce pourquoi elle existe, au fait. Donc, c'est vraiment une occasion intéressante, d'autant plus que, et c'est vrai qu'on l'a entendu dire, l'importance de la co-construction, et ça a vraiment été le cas pour nous, puisque depuis 2019, donc à l'occasion de rassemblements de salariés, des rassemblements qui s'appellent Parlons Énergie et qui permettent de parler justement de la stratégie de l'entreprise ou des innovations que vont faire l'entreprise, eh bien, les salariés en 2019 étaient interrogés pour proposer des formulations de raison d'être et travailler sur ce qu'on voulait émettre, ce qu'on pensait être la raison d'être d'EDF, et que ces réunions ont donné ont permis de formuler 1300 propositions qui ont nécessité du coup plusieurs mois d'analyse et puis qui ont connu une phase d'enrichissement avec des salariés volontaires. Puis, cette formulation a été proposée au COMEX et au conseil d'administration pour être travaillée et puis qui donne notre raison d'être, qui est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Alors, vous voyez tout de suite, j'espère que vous le voyez, il y a 4 morceaux de phrases qui sont, qui sont en gras, parce que, au fait, justement, vous allez voir que cette raison d'être a permis, au fait, de structurer notre RSE autour de 4 grands piliers.
et puis ensuite redécliner en 16 engagements pour la RSE. Et donc là, d'ores et déjà, vous voyez comment ça s'entrecroise, donc raison d'être, RSE, et donc voici donc les 4 piliers où on retrouve neutralité carbone et climat. Évidemment, en tant que grand énergéticien, c'est une préoccupation extrêmement importante, et nous connaissons notre rôle essentiel en la matière. Bien-être et solidarité, eh bien là, on est plutôt sur donc l'ADN entreprise de service public. Comme vous le savez, l'électricité n'est pas un bien comme les autres, et donc voilà, ça nous tient à cœur d'être sur ces problématiques-là. Préservation des ressources de la planète, là encore, on est bien conscient de notre rôle et important pour nous de définir notre ambition et nos défis en la matière. Et puis le développement responsable qui, lui, voilà, est plutôt ciblé sur le fait que, oui, on est quand même une entreprise, on a des problématiques de développement économique, et que par contre, voilà, c'est pas à n'importe quel prix, et c'est à condition d'être bien ancré et engagé sur nos territoires, bien évidemment. Et puis ensuite, eh bien, voilà, cette proposition de vision de comment justement on fait ce lien entre stratégie d'entreprise, RSE, en passant par la raison d'être. Là encore, voilà, c'est vrai que ça a été structurant, le fait de pouvoir verbaliser et inscrire une raison d'être, ça a été très, très structurant. Bien sûr, en définissant les 4 piliers de notre RSE, et de définir comment on allait, on va le voir tout de suite après, comment on allait la piloter. Et puis, ça a été aussi l'opportunité, d'où la flèche qui va entre la raison d'être et la stratégie CAP 2030, qui est notre stratégie d'entreprise. Ça a été l'occasion de la renforcer, en fait. Donc, écrite en 2015, vers 2030, pour aller vers 2030. En 2021, cette stratégie CAP 2030 est renforcée, révisée, notamment pour interagir avec la raison d'être, mais bien sûr aussi pour interagir sur tout ce qui s'est passé depuis 2015. Forcément, il y a eu des choses, et on sent bien, voilà, que notamment sur la problématique carbone et climat, il y a des choses importantes qui se passent, et on se doit d'agir là-dessus à travers cette stratégie. Je peux vous donner un exemple. Donc, dans l'ambition CAP 2030, révisée autour des émissions carbone directes, et de baisser de 50% à 2030, et de viser la neutralité carbone en 2050. C'est extrêmement ambitieux, voilà, mais c'est effectivement ce sur quoi nous nous engageons. Et pour terminer, et puis après, je pense qu'il va y avoir place aux questions. Donc ça, ce sont les 19 indicateurs clés de performance pour mesurer notre performance au regard des enjeux RSE. Voilà, on retrouve bien les 4 piliers donc de la RSE, et puis effectivement en face aussi, parce que c'est important pour nous d'avoir cette lisibilité autour des ODD. Nous sommes signataires donc du Global Compact, et donc c'est tout à fait naturel pour nous de nous visualiser autour des ODD qu'on retrouve donc face à chacun des engagements et piliers RSE. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation, et puis je crois qu'on va avoir place aux questions maintenant. C'est OK au niveau timing? Merci Laurence, c'était parfait, très bien. C'était une très bonne illustration
la stratégie jusqu'à la définition d'objectifs, d'indicateurs avec des valeurs. Donc, on est sur un exemple concret. Je vais en profiter d'ailleurs pour être aussi dans cette démarche d'illustration. Alors, je n'ai pas préparé de slide, je vais prendre 2-3 minutes parce que finalement, je vais vous parler rapidement de PwC parce que on a un cabinet de conseil, on fait du conseil sur ces sujets-là, mais en fait, on cherche surtout à l'appliquer. Et peut-être pour illustrer aussi dans une démarche comparative par rapport à EDF, ce qui est fait chez PwC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas PwC, on a un cabinet d'audit et de conseil. C'est un réseau de 250 000 personnes dans le monde. C'est un réseau anglo-saxon, hein, donc là, on sort du cadre franco-français. C'est un réseau anglo-saxon présent dans 180 pays. En France, on est 5 000 personnes. Et pour illustrer, là aussi, de façon parallèle, si vous voulez, aujourd'hui, on a eu la même démarche chez PwC, qui est de dire de la stratégie à la mise en œuvre et dans le suivi, on a construit quelque chose. C'est une démarche qui est née il y a plusieurs années et qui, comme l'a évoqué Laurence pour EDF, s'est construite dans le temps, puisqu'on est parti d'actions ponctuelles, de recensement, et puis au fur et à mesure, par rapport à la stratégie de PwC, on a intégré dans la stratégie des enjeux, de raison d'être, des valeurs, des déclinaisons en termes d'objectifs, et ça dans l'ensemble des pays, parce que toute la difficulté, comme dans un groupe comme EDF, c'est d'arriver derrière à animer dans une grande entreprise une déclinaison dans les territoires avec la sensibilité de chacun des territoires. Donc, pour vous illustrer la raison d'être de PwC, et je l'ai traduit en français hein, forcément, c'est globalement, donc c'est de construire de la confiance et de résoudre les problèmes importants de la société. Voilà, donc ça, c'est la stratégie, la raison d'être mondiale, en fait, si vous voulez, qui derrière est déclinée en France avec 5 valeurs. Du coup, on retrouve la notion de valeur derrière la raison d'être. Ces valeurs, ce sont agir avec intégrité, faire la différence, la notion de care, faire attention, travailler ensemble et réimaginer les possibles. Donc là, on est sur une déclinaison en valeurs et qui derrière trouvent leur traduction dans chacun des territoires mondiaux. Donc en France, on retrouve cette déclinaison-là et qui va se traduire par des enjeux autour, donc là de façon très pragmatique, autour notamment, s'agissant d'un cabinet de conseil, hein, finalement, où on gère avant tout des gens qui vont travailler au service de clients. On a des enjeux autour de l'inclusion et l'égalité des chances, autour notamment de l'inclusion, de la diversité, des handicaps, accroître la santé au travail et le bien-être. Donc là aussi dans une démarche de et là, on touche au sujet professionnel personnel pour que les salariés soient bien dans leur corps, bien dans leur tête et finalement participent au sein de l'entreprise et chez eux à une situation de bien-être. On a un pilier qui est autour du développement de l'attractivité et du rayonnement des territoires pour être présent dans les territoires. En l'occurrence, si on prend l'exemple de la France, en n'étant pas que dans une métropole parisienne, mais bien implanté sur l'ensemble des territoires et diffuser des savoirs dans l'ensemble des territoires, dans les grandes métropoles françaises, avec des actions de formation et d'accompagnement de nos clients dans des démarches justement orientées aussi sur les sujets du développement durable. Et puis, le dernier volet, c'est agir pour l'écologie. Alors, à notre échelle, mais une illustration, on est sur des métiers qui, fondamentalement, historiquement, sont beaucoup basés sur la mobilité des collaborateurs. On se déplace dans le monde, on prend des avions, on prend des trajets dans tous les sens. Clairement, on a un objectif, nous aussi, de neutralité carbone à l'horizon 2030. Et ça veut dire fondamentalement changer les méthodes de travail. Alors, la technologie nous y aide, mais quand par le passé, on prenait un avion pour aller faire une journée de réunion à l'autre bout du monde, ça, aujourd'hui, on ne le fait plus. Voilà, c'est des choses que, de façon concrète, on ne réalise plus parce qu'on considère que voilà, un élément, nous, qui est un élément d'émission de carbone, c'est évidemment les voyages et on doit avoir une action forte par rapport à ça. Et tout ça donne lieu derrière à la définition d'indicateurs de suivi qui sont publiés d'ailleurs, hein, puisque en tout cas en France, on est dans une démarche de publication volontaire d'un rapport RSE validé par un OTI, un organisme tiers indépendant. Donc, on s'applique volontairement une démarche de transparence pour rendre compte du suivi de ces indicateurs et puis de travailler l'atteinte des objectifs qu'on s'est donnés dans le temps. Voilà. Donc, c'est pour illustrer par rapport à l'exemple d'EDF,
une démarche que finalement on retrouve, alors même qu'on est vraiment un groupe très marqué anglo-saxon, mais on diffuse comme ça d'une raison d'être à une mise en œuvre opérationnelle dans l'ensemble des territoires dans le monde. Voilà. Super intéressant. C'est vrai que la notion de transparence des informations est hyper importante. J'ai mis aussi là où on pouvait retrouver les KPI pour EDF parce qu'elles sont en open source. Et c'est vrai que rien que ça, c'est des choses intéressantes à remarquer en fait, hein, que maintenant on peut aller chercher cette information et la trouver de façon très ouverte. Lorsqu'on le souhaite. Ça participe à la confiance quelque part qui doit être créée et c'est ça tout l'enjeu hein, derrière. C'est de dire, on va dire que le sujet pendant un moment donné a été le greenwashing. Dire on affiche des informations et puis on dit ce qu'on veut et puis comme ça, voilà. On n'est plus là en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la tentation de certains, mais en fait, on sera jugé sur la réalité des actes. Et donc, le greenwashing, quelque part, ça n'a plus d'intérêt puisque de façon très concrète, ça a une conséquence et on l'a évoqué, Peggy l'a évoqué, l'horizon de temps, il est court. Et donc, il faut agir concrètement. Mais la démarche de transparence, parce que malgré tout, il y a une notion de confiance dans l'action des entreprises et confiance qui doit être construite. Et cette confiance, elle se construit par la transparence, la communication qui doit être adressée aux consommateurs, aux salariés, de manière générale aux parties prenantes. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que parmi nos participants, mais écoutez, c'est le temps des questions-réponses par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, n'hésitez pas à nous faire part soit de témoignages d'ailleurs de vos entreprises, hein, puisque comme je l'ai fait un peu de façon ponctuelle, n'hésitez pas à partager sur les actions mises en œuvre telles que vous les réalisez, ou bien si vous avez des questions. Voilà. Alors, on a une question. Oui. Quel lien ROI faites-vous avec la satisfaction et ou la fidélité des clients, l'engagement des collaborateurs? Alors, est-ce que vous pouvez me définir? Je suis vraiment navrée, mais ROI. Alors, retour sur investissement. Retour sur investissement. Ah, ok. Alors, oui, pardon. Non, vas-y, Laurence, vas-y. Non, c'est vrai que la question est très intéressante. Excusez-moi, voilà, de ne pas décoder toutes les rouages. Effectivement, voilà, on a également l'opportunité de recueillir ces informations clients ou retours sur les clients et également à travers l'engagement des collaborateurs. On a donc les moyens et des enquêtes régulières à ce niveau-là. On a également au niveau de l'entreprise un conseil des parties prenantes qui est l'occasion aussi de recueillir et d'échanger avec nos parties prenantes. Et donc, oui, c'est hyper important, effectivement, d'être à l'écoute et de chercher diverses retours sur nos actions et sur nos positions, oui, bien sûr. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Non, je trouvais que ta réponse, effectivement, c'est à peu près celle que j'aurais faite. Si ce n'est que si, en fait, vous pourriez presque vous poser la question à l'inverse, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Vous voyez, dans votre entreprise, si vous ne prenez pas d'engagement vis-à-vis sociétaux et environnementaux, qu'est-ce que ça va générer, par exemple, vis-à-vis de vos collaborateurs? Vous voyez, quel taux de turnover, quel taux de fidélité vous allez avoir? Voilà. Si vous ne le faites pas. Oui, c'est sûr. On se poser la question à l'inverse ou dans l'autre, ou l'autre côté, effectivement, mais là, ça suppose de faire des enquêtes. Enfin, voilà. Moi, j'ai un tout petit témoignage rigolo pour toi, Laurence. J'ai une copine qui bosse chez EDF. Oui. Et que je viens de lui envoyer une petite capture d'écran de toi en train de nous parler de la raison d'être.
D'accord. Et elle me dit oui, ça a pris beaucoup de temps, mais pour le coup, ça a été vraiment défini avec les salariés. Donc, ouais, c'était juste pour… Ah, super. Ouais. Donc, elle y avait participé aussi, peut-être, Ouais, à exactement. Parlons Énergie. Ouais, ça, c'était vraiment… Donc, ça a été un vrai ressenti, en tout cas. Voilà. Oui. Ressenti. Non, c'est vrai que c'est super, super intéressant. Je ne sais pas si… faut pas que je prenne trop de temps non plus, mais je peux témoigner d'une autre démarche, là, actuellement, qui est la suite, au fait, des Parlons Énergie, où c'était plutôt tourné vers l'interne. Et là, on est en train de se tourner vers l'externe pour faire des entretiens avec des citoyens pour recueillir, au fait, leurs sentiments sur EDF, l'énergie, ce qu'on met en place pour le climat, enfin voilà, des choses comme ça. Et vraiment, c'est une enquête recueil d'informations et absolument pas nous qui portons de l'information. En fait, là, on est vraiment dans la partie recueil et après, ça s'en suivra des groupes d'échange en région. Voilà. Donc, on vise de faire 4000 entretiens d'ici à mi-juillet. C'est en cours, là. Voilà, donc intéressant aussi. Intéressant, ambitieux, mais très intéressant. Ambitieux, oui, c'est vrai. Ça prend du temps parce qu'en fait, ce sont les salariés bénévoles d'EDF qui réalisent les entretiens. Okay. Nous avons une question de Ludovic, qui s'adresse plus particulièrement à Camille. Ludovic qui évoque le fait qu'il est une association loi 1901, donc convaincu de la démarche RSE, que la démarche RSE n'est pas l'apanage des entreprises, mais que les assos doivent prendre leur part, bien évidemment. Alors, donc Camille, y a-t-il des spécificités juridiques pour le monde associatif ? Alors, par rapport aux étages, c'était la question aussi, peut-être les fameux étages de la fusée de la loi Pacte, c'est des dispositions qui sont vraiment orientées sur les sociétés, donc pas sur les associations. Pour autant, moi, ça c'est une vraie question, ça. Est-ce que une association peut définir sa raison d'être, par exemple? Moi, je trouve que ça fait totalement du sens. Et après, l'association 1901, c'est vraiment dans son ADN pour le coup. Donc, ça me paraît évidemment tout à fait cohérent et complètement ancré dans ce monde associatif. Donc, la RSE, c'est pour toutes les organisations. Hein, peut-être, on a parlé de la loi Pacte, donc très société, mais la RSE, évidemment, ne s'adresse pas qu'aux entreprises, mais aux organisations au sens large. Donc, ça veut dire les assos, mais aussi des collectivités, l'État. Voilà, c'est extrêmement vaste. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Est-ce que certains participants, justement, se posent la question de soit de l'initiation d'une démarche plus construite en termes de RSE? Est-ce qu'on a des entreprises qui seraient concernées et qui, quelque part, sont au démarrage et se disent par quoi je commence, quoi? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite témoigner là-dessus. Non. On peut supposer que nous avons tous été très clairs. C'est possible, tout à fait. Il y a toujours des questions. Et justement, moi, je vais la poser, la question, dans ce cas-là. Peut-être pour Isabelle ou Peggy, mais si, constatant ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont, à leur niveau, eu quelques démarches, mais finalement, si on souhaite, et pour répondre à l'objectif initial de cette matinée, c'est si je suis dirigeant ou si je suis chargé de mission RSE et que pour l'instant, je suis plus dans un recensement des actions qui ont pu être prises à droite à gauche, comment je fais là, dans les 6 mois, pour passer à l'échelon de l'intégration dans la stratégie? Par quoi je commence? Par quoi je commence? Alors peut-être se faire accompagner, ça peut être une bonne solution. Non, en dehors de ces boutades, par quoi je commence?
il y a les bonnes pratiques, mais il faut déjà, derrière les bonnes pratiques, en fait, faire une analyse complète de l'entreprise en termes d'impact, en fait. C'est une grille d'analyse qu'il faut avoir. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est-à-dire faire un état des lieux. Hein. Pour commencer, il faut déjà faire un état des lieux. Et puis, la deuxième chose, il faut interroger ces parties prenantes et voir quelles sont leurs attentes. Et donc, pour faire ça, au préalable, ça veut dire qu'il y a des méthodes, hein, des outils, il faut les identifier, les hiérarchiser. Quand je dis les identifier, c'est-à-dire caractériser les attentes et après hiérarchiser les plus stratégiques en fonction des projets, du projet d'entreprise qu'on a. Voilà, donc ça, dans un premier temps, donc un état des lieux, voilà. Et puis après, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a ça, donc c'est une analyse aussi des forces et faiblesses. Hein. Il faut travailler de manière élargie avec des parties prenantes internes, et ce qui est encore mieux, mais généralement, les entreprises à ce stade-là sont un peu plus timorées, mais avec les parties prenantes internes et les parties prenantes externes, sur les enjeux, les risques et les externalités. Voilà. Il faut regarder aussi sur le système de valeurs, entre les valeurs déclarées et les valeurs dites opérantes. Vous voyez, je fais une distinction, et puis les parties prenantes font cette distinction. Il faut travailler sur ça aussi. Et puis après, donc, il y a des outils pour mixer en fait, l'ensemble. Et c'est de ça, collectivement, qu'on identifie en fait, les axes stratégiques, les 3-4 axes stratégiques. Ok. Donc voilà, vous savez quoi faire sur les 6 prochains mois pour ceux qui veulent démarrer. Et j'ajouterais peut-être l'importance de la partie sensibilisation des acteurs, à la fois pour rappeler tout simplement c'est quoi l'RSE, pourquoi aujourd'hui l'entreprise s'y intéresse, qu'est-ce que ça va lui apporter, pourquoi ça va la renforcer sur son marché, vis-à-vis de ses clients, etc. Enfin, voilà, avoir aussi ce temps de motivation, de sensibilisation et de montrer que tout ça, ça va se faire ensemble, à plusieurs, dès le départ du projet et des réflexions. Oui, tout à fait. Parfaitement raison, Bélie. Il faut effectivement bien sensibiliser et puis être au fait aussi de pourquoi on y va. Voilà. Ok. Bon, écoutez, sauf dernière question, je vous propose de conclure, comme je vois qu'il est 10h28. Pas de dernière question. Allez, je vais conclure dans ce cas-là. Écoutez, donc merci à toutes donc pour cette animation, pour les réflexions. Donc on voit bien l'intégration de la RSE dans la stratégie. C'est une démarche aujourd'hui, je pense qu'on peut qualifier d'incontournable. En tout cas pour les entreprises qui veulent afficher une performance globale. Elle touche toutes les entreprises. On a eu des exemples là de grandes entreprises, mais l'idée est bien que aujourd'hui, de la PME à l'ETI, donc à la grande entreprise, cette démarche d'intégration dans la stratégie soit une réalité. Donc plus ou moins complexe, évidemment, suivant l'organisation. Le caractère devenu stratégique de la RSE fait qu'elle impacte fondamentalement la conduite de l'activité et de l'organisation. Comme on l'a vu, elle doit être organisée, réfléchie. Donc, ce qui se traduit par la construction d'orientations stratégiques, d'objectifs, de déploiement d'actions et donc derrière de systèmes de mesure, d'indicateurs, comme on a pu l'illustrer. Ensuite, elle nécessite, et on le voit, la prise en compte d'un cadre réglementaire qui s'identifie, qui intègre pleinement les règles de gouvernance dans une démarche volontaire d'abord, mais finalement de plus en plus contraignant, en tout cas pour les grandes entreprises. Et puis, finalement, on voit que la RSE, elle doit être animée pour permettre la transformation. Il faut animer le collectif, il faut toucher les valeurs collectives, il faut avoir l'adhésion à tous les niveaux de l'entreprise, d'où l'importance d'y associer les collaborateurs, bien sûr, et les autres parties prenantes externes. Donc, on l'a dit, la RSE, ça ne se fait pas seul. Voilà, la question restante, c'est est-ce que dans cette démarche d'application, est-ce qu'on va assez vite? C'est une question complexe. Les actions de transformation et de stratégie au sein des organisations prennent du temps, on le sait. On ne peut pas arrêter des activités entières qui sont trop émettrices de CO2 du jour au lendemain parce qu'il faut trouver un équilibre entre
l'enjeu immédiat, mais également les conséquences sociales d'arrêt d'activité qui seraient trop rapides. Donc, c'est un équilibre à trouver entre ces enjeux environnementaux et ces enjeux sociaux et économiques dans un horizon de temps qui est court, on l'a évoqué. Globalement, on voit bien qu'à l'échelle de 50 ans, les enjeux sont très forts et 50 ans, c'est l'échelle d'une vie. Voilà, donc c'est plus une théorie lointaine qui était écrite sur des papiers par des scientifiques. Donc la démarche de mise en œuvre montre que les entreprises, quand on regarde ce qui se passe, on voit que les entreprises sont dans l'action, qu'elles y croient, qu'elles croient aux possibilités d'atténuation de par l'impact positif des différents acteurs économiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien cette démarche optimiste, que tout ça est possible par l'action de chacun et l'action collective. Donc voilà, nous espérons que cet atelier vous a plu et que vous en ressortez enrichi de nouvelles connaissances. Nous vous remercions encore pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochain atelier qui aura lieu le 2 juillet prochain à la même heure. Pour présenter cette fois-ci les enjeux et les principes de la comptabilité multicapitaux qui constituent sur le plan comptable et financier un des aspects de la mesure de cette performance globale dans ce contexte donc de développement durable. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.